football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut tout le monde, salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la zone. Vous voyez, le plateau est toujours bien rempli. On a une belle émission qui nous attend aujourd'hui avec Ricky Fati, Bobo et Jo Bellin. Avant quand même de présenter plus précisément le plateau et puis d'ouvrir l'émission, quand même un petit mot. Voilà, on peut le dire, on a une bonne nouvelle puisque la zone va participer, va couvrir surtout un événement dès la semaine prochaine, mercredi 11 décembre. La zone sera de la partie pour le MK Best Paddle Cup, la MK Best Paddle Cup. Voilà, donc un tournoi de paddle VIP avec donc beaucoup de célébrités, beaucoup d'anciens sportifs aussi. J'ai plus les noms en tête. Enfin, il y a Sylvain Watters, Sidney Govou sur l'affiche. Il y a pareil, non mais trop grand, trop facile pour lui. Samir Nasri, Jérémy Ménez, Florence Mehdi Benatia, bref. Extraordinaire. Il y a du très très lourd. Athème sera là ou pas? Athème ne sera pas là. C'est comme d'habitude, on ne sait pas s'il va être là. Ok. Surprise du chef. Apparemment, il n'y a pas assez de niveau pour lui. Mais c'est vrai qu'il joue tous les jours apparemment. Ouais, et surtout, il est bien classé maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. Donc il est vraiment bon. On verra. Peut-être qu'il sera là. En tout cas, nous, on y sera pour vous préparer donc une belle émission, la MK Best Paddle Cup. Prenez note. Donc ce sera le mercredi 11 décembre. Nous, bien sûr, on sortira la vidéo un petit peu plus longtemps. C'est en région parisienne, dans le 95, à Beauchamp, pour être plus précis. Ça y est, on dit bonjour à tous les copains. C'est bon, t'as envoyé tous tes messages, All is good? Tout est réglé, c'est bon. C'est bon, ok. Rien à voir avec le ministre des Sports, non, c'est bon. Le ministre des Sports a démissionné hier soir, donc il ne viendra pas dans l'émission. Ah oui, Eric, je ne sais pas si tu étais au courant. La semaine dernière, on annonce et tout. Ouais, on va faire l'interview de Gilavio. C'est énorme. Ah bah oui. Et bah voilà. Motion de censure oblige. Bon, Bobo, comment ça va? On dérange, quoi, j'ai l'impression. Ça va, moi j'aimerais bien savoir ce que Jo a prévu après, parce que je pense qu'il envoie des petits textos pour sa fin de soirée là. Ah bah il est sur Instagram, donc a priori. Il a un truc en tête. Mon Ricky, comment ça va? Il gère ça comme Jo Bellin. Tout à fait. Il gère ça comme. Non, ça va très bien, merci Alex. Très bonne transition. Le plus important, c'est quand même Ricky. On parle de moi, mais c'est Ricky le plus important. Bah oui, on était en train de parler, mais toi, tu étais sur ton téléphone encore. Ricky, coach à une fois. Clairefontaine, qui apparemment a beaucoup de casquettes, il faut quand même le dire. Non, futur diplômé de... On est en train de, on va dire, d'essayer de placer ses pions et de voir où est-ce que je peux trouver mon élément. On verra. C'est vrai qu'au niveau là, du coup, de ton diplôme UEFA, alors t'en es où? Je suis en plein dedans. D'ailleurs, la semaine prochaine, je me rends à Dortmund. Okay. Intéressant, une semaine de formation à Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach, toute la zone un peu de la Ruhr en Allemagne. Et non, c'est bien. On va rentrer vraiment en immersion dans ces clubs-là. Donc c'est bien. On continue notre formation. Voilà. On peut faire un petit aparté avant ou pas? On peut poser une question à Rika, si même c'est pas les sujets du jour. Ça se passe comment? Du coup, tu es en lien avec les coachs, les head coachs à chaque fois des clubs, ou c'est avec les staffs, ou c'est Non, là en fait c'est des cours en management sportif. Ok. C'est pas le coaching là, c'est le management. Donc en général, on a des cours, des masterclass sur comment fonctionne un club, de manière sur la direction sportive. Là, on va voir un peu comment on gère des stades. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour du football. Hein. Okay. Par exemple, directeur sportif, président, directeur général. Par exemple, je sais qu'on a 2 jours avec Lars Ricken, qui est vraiment dans le bord de Dortmund. Je n'étais pas au courant, donc ça va être intéressant de savoir ce que Lars Ricken fait. Et aussi Simon Rolfes, qui est directeur sportif à Leverkusen, ancien coéquipier. Donc voilà, c'est des insides et de l'apprentissage. C'est que du kiff. C'est magnifique de retourner avec. Merci. Et toi, mon Jo, comment ça va? Ça va, on a déjà commencé par moi, tout va bien, c'est bon, on peut... on avait commencé par toi? On peut lancer l'émission, pas de soucis. Mais c'est tu vois, t'es méprisant, Jo. Mais bien sûr, le dire. Mais dans le thème. Merci. Dans le thème. Bon, allez, compliment. On ouvre l'émission, let's go. La semaine dernière, on avait évoqué le cas Kylian Mbappé, on s'était posé une question, j'avais posé une question sur la grandeur de Kylian Mbappé. Je m'étais posé la question s'il était devenu tout simplement un joueur de football lambda, avec de gros guillemets évidemment. Et du coup, il y a une réflexion qui nous avait poussé à se demander aujourd'hui si le foot actuel engendrait encore de grands joueurs de football. On va voir un petit peu des petites photos défilées, Zinedine Zidane, Andrei Shevchenko. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des grands joueurs de foot? Mais d'abord, avant vraiment de rentrer plus précisément dans ce thème-là, aujourd'hui pour vous, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Bobo, je vois son regard vraiment perçant. C'est quoi un grand joueur de foot selon toi? Est-ce que c'est sur le talent? Est-ce que c'est sur le palmarès? Est-ce que c'est peut-être sur le côté un peu héritage, legacy, sur ce qu'il laisse comme trace? C'est quoi un grand joueur de foot pour toi?
Je pense qu'on a eu quand même l'expérience des années 90-2000 avec un basculement dans un football un peu plus professionnel, plus médiatisé, etc., qui nous a donné à voir ce que ça pouvait être le football moderne, tout en conservant des joueurs qui étaient, je pense, techniquement au-dessus en moyenne de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc on avait un espèce de rayonnement à la fois technique, à la fois une vision tactique, à la fois un peu du côté institutionnel que le foot pouvait avoir par le passé, qu'on a un petit peu perdu, je pense au détriment de s'afficher en dehors du terrain et on était un peu plus concentré sur le terrain et c'est pas une façon de juger le truc, mais il y avait aussi le côté décisif dans les grands matchs et j'ai l'impression qu'ils sont peu nombreux aujourd'hui à avoir des espèces d'affrontements. Tu avais l'impression de regarder que des grosses équipes qui s'affrontaient avec des grosses stars, des grands joueurs qui brillaient tous les week-ends en championnat et en Ligue des Champions. Aujourd'hui j'ai l'impression que ça a un peu disparu. Regarde, il y a une photo pour toi là. Ouais, exactement. Moi, c'est intéressant ce que dit Boris parce que je vais un peu continuer sur sa réflexion. Moi, je pense que dans les années 90, voire 2000, il y avait moins ce côté, on va dire, aspect tactique où vraiment on sentait une patte de l'entraîneur. C'était vraiment les joueurs qui... moi, en tout cas, c'est mon impression, que les joueurs pouvaient prendre le destin d'un match, en fait, vraiment entre leurs pieds. C'est là qu'on voyait l'émergence de grands joueurs. Quand on voyait Ronaldo, par exemple, le phénoménal brésilien, on ne le sentait pas vraiment concerné dans un système vraiment tactique ou imaginé par un coach. C'est lui qui créait le match, c'est lui qui débloquait les situations. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement de ces nouveaux coachs qui apportent des choses, vraiment une dimension très tactique vraiment du match, du football, on a des joueurs plus standardisés. Donc, robotisé un peu, j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi c'est ce terme qui m'en vient. Oui, c'est ça. Oui, robotisé, parce que même nos grands joueurs aujourd'hui, bon, on enlève Messi et Ronaldo, parce que c'est vraiment des extraterrestres. Nos grands joueurs d'aujourd'hui, on prend l'exemple des joueurs comme Mbappé, Vinicius, les potentiels ballons d'or, Rodri, c'est des super joueurs, mais ce ne sont pas forcément des grands joueurs, parce que c'est des joueurs qui rentrent dans un modèle, qui sont, comme tu le dis, robotisés, mais qui le font à la perfection, certes. Mais il manque un peu cette aura-là et le côté un peu, on va dire... créatif, qui manque de l'époque. Quand on parle de grands joueurs, on peut dropper les noms. On a vu quelques images, soit Zidane, ce soit Ronaldo phénoménal. Moi, je pense même à Roberto Baggio, par exemple, qui n'a pas forcément gagné, mais qui était pour moi un grand joueur parce qu'il apportait une chose, des éléments dans le jeu qui étaient magnifiques. Et c'est vrai, malheureusement, on le trouve de moins en moins aujourd'hui. Est-ce que la starification des icônes qu'on a eues, tu vois, on peut en citer une vingtaine, je pense même, mais même jusqu'à des Rivaldo ou des joueurs comme ça. Est-ce que l'image, c'est plus pour toi, Fabrice, est-ce que l'image qui est créée autour d'eux, à l'époque, j'avais l'impression que c'était des mecs qui étaient intouchables. C'est assez intéressant comme point. C'est assez intéressant comme point parce que moi, je fais souvent le parallèle avec le cinéma. Dans les années entre 50 et 90, dans ces années-là, on parlait de monstres sacrés du cinéma français. En fait, les gens, l'opportunité de les voir. Déjà, les matchs étaient... Alors là, j'ai fini mon parallèle avec le cinéma, mais le match tu le voyais à la télé, mais tous les matchs n'étaient pas diffusés. Donc tu avais un truc d'un peu exceptionnel. Il y avait une rareté. Tu vois, de la rareté autour de la diffusion des matchs. Et quand tu regardais une Coupe du Monde, c'était un truc de ouf. Ça passait à la télé, tu pouvais le voir. Et je pense que le fait que tout soit disponible, que tu puisses tout voir tout le temps, toute leur vie, etc., ça a un peu cassé aussi le mythe d'un certain côté où... on était au-delà de la starification. Je pense qu'il y avait un truc d'icône, d'idole même, tu vois, pour les joueurs des années 90-2000, parce qu'ils étaient beaucoup plus inaccessibles. Et ils avaient, je pense, aussi plus de caractère. Tu vois, je pense. On leur a moins demandé. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir s'affirmer, d'avoir du caractère. Et que les répercussions que tu peux avoir dans ce que tu dis, et comment les phrases sont sorties, on voit les verbatims en général, on sort une phrase du contexte. Alors, ça existait déjà par le passé, quand tu avais des interviews presse écrite, ça existait. Mais aujourd'hui, c'est bien pire. Quand tu as des vidéos, on coupe une seule phrase, on fait un montage du truc, etc. Le risque, il est assez important de prendre la parole en public et de donner son avis. Du coup, ça édulcore quand même pas mal le propos et on se retrouve avec, en apparence, des joueurs qui sont beaucoup plus lisses. Ça ne veut pas dire que je pense qu'au quotidien, ils le sont, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de gens qui se permettent de donner leur avis. Un exemple type, c'est, tu prends Tony Kroos. Tony Kroos, en termes de palmarès... Extraordinaire. Extraordinaire. Mais extraordinaire. C'est un grand joueur. Pourtant, son image, mondialement, c'est pas une icône du football, tu vois. Alors qu'à l'époque, le même joueur, dans une génération Zidane, ou dans une génération
génération 2006, 2010, les meilleures Coupes du Monde pour moi. Tu le mets là, tu remplaces ce joueur-là par un joueur de l'époque. Je n'ai pas d'exemple, mais Vieira, même un Gérard ou un. Voilà. Là, si tu prends les Allemands, j'en sais rien, mais. Non, mais c'était incomparable, tu vois ce que je veux dire. Alors que pourtant, en termes de qualité, c'est un grand joueur de football, Toni Kroos. Modric, on peut faire la même chose. Modric, grand joueur de football, Ballon d'Or. Et pourtant, il n'y a pas un rêve. Absolu. Alors peut-être qu'on a grandi aussi, mais... Il y a juste un truc, si tu regardes les années 70, 80, 90, tu vas voir aussi le même nivellement. C'est-à-dire que si tu prends les années 70, les joueurs ont encore plus de personnalité. Tu prends un Georges Best, tu prends Paul Gascoigne. Paul Gascoigne dans les années encore jusque dans les années 90. Il suffit de regarder l'Euro 96. Le mec, il est complètement fou. Cantona, Cantona quand il part en Angleterre, c'est au 94, 95, un truc comme ça. Ce qui se permettait de dire, ce qui se permettait de faire, tout ça avec le temps, on voit que ça nivelle. Et si tu reviens plus longtemps dans le passé, les personnalités étaient encore beaucoup plus fantasques et beaucoup plus, je pense, affirmées. Donc ce serait quoi ? Ce serait la personnalité plutôt qui fait un peu le... Je pense que c'est plutôt le contrôle de son image et de la communication qui fait que t'as moins d'aspérités qui sont à voir, ou en tout cas elles sont beaucoup plus contrôlées. Ouais. Ricky, on a vu tout à l'heure justement s'arrêter sur Francesco Totti. Toi, tu en as connu des grands joueurs, soit tu les as affrontés, soit tu en as côtoyé dans le vestiaire. Moi, je me souviens quand même, tu avais Totti, tu avais De Rossi, Christian Chivu, Panucci. Voilà, Christian Panucci aussi, qui a connu les plus grands clubs du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le foot, tu te dis... Ah ouais, non, dans la personnalité, dans ce qu'il dégage, dans l'aura, ou même dans le talent, dans ce qu'il a dans les chaussures, ça peut un petit peu me faire penser à ce genre de joueur où il n'y en a aucun qui leur arrive à la cheville. Non, bien sûr, il y en a. Il y a des joueurs vraiment qui ressortent. Joe l'a bien dit, que ce soit Modric, Toni Kroos, même si ils prennent de l'âge. Tu auras toujours des joueurs qui affichent quand même une personnalité ou qui affichent vraiment une créativité ou un jeu vraiment intéressant. Après, je me répète un peu, mais... Il y aura peut-être, je pense, ce carcan de tactique qui va faire qu'il devra respecter vraiment un cheminement ou des schémas de jeu, en fait. Des bornes, des limites. C'est ça. Et ça fait que le joueur est vraiment très, très limité. Alors, c'est très, très rare. Attention, il y en a qui arrivent quand même à sortir de là. Moi, l'exemple le plus frappant, c'est l'équipe du Brésil. L'équipe du Brésil, vraiment. Ce que j'ai marqué, où sont les Brésiliens ? Ouais, c'est exactement, c'est le Brésil. Maintenant, on ne prend plus de plaisir à voir le Brésil jouer. Alors, c'est pas une question d'âge, c'est pas parce qu'on a pris de l'âge ou non, c'est un constat. Tu voyais au Brésil des années 90, même début 2000, c'était vraiment le terme joga bonito. On savait pas ce qu'ils allaient faire, on savait pas comment ils allaient jouer, la manière. Chaque match était un rendez-vous. Et maintenant, tu les vois, c'est le terme, tu l'as sorti, ils sont robotisés. Mais alors, européanisés, je sais pas comment. Quand même 4 Coupes du Monde, tu fais de 94 à 2006, où c'est pas les mêmes équipes, et quand tu les regardes jouer, c'est incroyable. Que ce soit l'époque Romario, Bebeto, Dunga, Leonardo, Rai. Après, t'as la vague Ronaldo, t'as encore Bebeto, mais t'as Rivaldo qui arrive. Ronaldinho. Et puis derrière, c'est Ronaldinho, et puis après, c'est Kaka. Et puis, tu vois, chaque génération, t'avais des joueurs incroyables, des ballons d'or en puissance, c'est à chaque poste. Donc tu te dis, c'est quand même assez fou qu'il y ait c'est un constat quand même qu'on fait où intrinsèquement, je trouve les joueurs beaucoup moins forts aujourd'hui. Alors, pas que la question de la personnalité, quand même. Il y a un truc... Après, on a aussi l'étoile Neymar, bien sûr, qui a apporté ces choses-là. C'est vraiment un contemporain. C'est vraiment pour moi aussi un grand joueur qui a apporté des belles choses. Mais on voit encore les limites parce que il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il avait à faire. Et il s'est fait happer aussi par le football d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu le star system et puis le côté aller rechercher. Parce qu'après, à la fin, ils deviennent plus que des joueurs. Ça devient, comme Boris l'a dit, des commerciaux, ça devient des personnes avec d'autres centres d'intérêt. Et par rapport à l'époque, ils ne sont plus que des joueurs de foot. Oui, c'est un métier maintenant. Voilà, c'est devenu un métier, c'est devenu quelque chose. Voilà, il fallait ainsi avoir un caractère assez lisse, ou il fallait vendre des choses. Donc, il n'y avait pas cette envie forcément de devenir des icônes, comme tu le dis, des grands joueurs, mais vraiment des très bons joueurs, on va dire bankable aussi. Ouais, puis on en a déjà quand même parlé souvent ici sur la stéréotypie un peu des profils de joueurs où on se retrouve avec quand même
dans beaucoup d'équipes des gens qui sont formés de la même manière pour être polyvalents et qu'on casse quand même les spécificités du jeu et de la créativité. Je trouve même pas qu'ils sont polyvalents. C'est ça qui me déçoit. Non, mais tu vois, avec des trucs... On va chercher des profils athlétiques. Voilà, oui, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ça casse aussi. Peut-être que dans les années dont on parle, alors le foot était quand même beaucoup moins athlétique, très certainement, au niveau de l'impact, de l'intensité, du nombre des courses et de la vitesse à laquelle tu dois courir, de kilomètres parcourus, etc. Mais ça laissait plus de place à la créativité, justement, à avoir des choses un peu inattendues dans les matchs et des joueurs qui prenaient leurs responsabilités en tentant des choses. Et aujourd'hui, je pense que je ne sais pas s'ils sont capables, s'il y a autant de joueurs capables qu'auparavant d'être aussi créatifs. Mais sans aller jusque-là, tu vois, ce que je trouve nul, c'est que les joueurs sont très limités dans ce qu'ils savent faire, tu vois. Et tu vois, mais pourquoi genre Vinicius, par exemple, qui aurait dû peut-être être Ballon d'Or ou pas, chacun a son opinion. Vinicius, en termes de maîtrise de ce qu'il fait, je trouve ça très décevant. En termes de qualité technique de passe, je trouve ça insuffisant. Et pourtant, on parle peut-être du potentiel meilleur joueur du monde, tu vois. Après, si tu regardes tous les profils, il n'y a plus d'ailiers. C'est des attaquants côté, tu vois. Il n'y a plus d'ailiers qui débordent. Maintenant, c'est que des attaquants côté. Et tu regardes dans tous les clubs d'Europe. T'as Vini au Real, t'as Jadon Sancho à Chelsea, par exemple. Leao, Mbappé. Oui. Enfin, tous, c'est des mecs qui sont censés accélérer, bien finir les actions. Mais après, c'est pas ça le football. Enfin, toi, t'as encore plus vécu ça que nous, mais t'as besoin d'avoir un créatif, un 10, un mec qui va contrôler le tempo du jeu, un mec qui va contrôler... C'est pas... On joue le plus possible vers l'avant, comme tu vois le Real jouer en ce moment. C'est pas ça le football. Il y a un tempo à respecter, il y a une musique, c'est tout ça, tu vois. Et je trouve que le Barça retrouve un petit peu ça, parce que ils ont replacé le football au centre du projet. Ouais. T'as du Pedri, t'as même Frenkie de Jong qui commence à revenir. Ouais, tous ces joueurs-là qui sont... Même les jeunes défenseurs, là, les Kobarsi, tout ça, ils commencent à proposer des choses intéressantes. Une séance du jeu, tu vois, une séance du placement, une séance de l'anticipation, une séance de ressentir ce que c'est que le football. Et ça se voit tout de suite la différence. Moi, c'est ce qui me rassure, parce que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que le football, il est cyclique. C'est-à-dire, on revient toujours aux sources. À la fin, on a tendance à se perdre, mais après, on revient aux vraies valeurs du football, entre guillemets, aux vraies valeurs du terrain, de la créativité, du jeu. Et je pense que c'est en train de revenir, même au Bayern. Des joueurs comme Moussiala, ça fait plaisir à voir, parce que voilà, c'est des joueurs qui essaient de trouver des solutions par la créativité, tout ça. Et moi, ça me rassure. Mais je pense que le football, des fois, ça balbutine un peu. Mais j'ai bon espoir pour la suite que ça évolue dans la bonne direction. Mais Ricky, là, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, justement, sur avant les vraies stars, les vraies grandes personnalités, ou en tout cas les grands protagonistes du football, c'était les joueurs. Aujourd'hui, il y a les entraîneurs qui ont un peu pris cette place-là. Et moi, forcément, j'ai envie de faire un petit peu le parallèle avec l'actualité, ce qu'on entend beaucoup en ce moment avec la mauvaise dynamique de Manchester City. Il y en a beaucoup qui disent Pep Guardiola a un peu tué le football actuel en voulant tout contrôler, en voulant faire ceci, cela. Est-ce que des grands coachs comme ceux-là, au final, c'est ce qui a permis de tuer le foot d'avant ? Ce serait un peu égoïste ou malhonnête de dire ça, parce que Guardiola, il a quand même apporté des belles choses avec le tiki-taka, avec le grand Barça de l'époque, il y a 10 ans. Mais après, forcément, quand un coach arrive avec des idées bien préconçues, bien définies, ça amène des limites, forcément. Donc, on le voit par moments, mais même si City, ça reste une très grande équipe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, moi, je ne pense pas que ce soit vraiment Guardiola le problème. Mais ouais, c'est toute une mentalité de coaching qui me dérange. Par exemple, Mourinho, il arrive aussi avec des idées bien à lui. Il a gagné un triplé, mais de manière pas forcément belle. Hein. On se rappelle avec l'Inter, c'était pas joli à voir. Mais pourquoi il rigole ? C'est plaisir avec ça. Aujourd'hui, ça reste un des meilleurs moments de ma vie. Hein. Quand Diego Milito m'a doublé contre le Bayern. Pas pour moi, parce que moi, j'étais à la Roma, on a lutté avec eux pour le Scudetto, on n'a pas pu gagner, mais bon. Vous êtes après, plus fort, qu'est-ce que je te dis ? J'avoue. Non, après, c'est ça, en fait. Les coachs arrivent avec des idées bien préconçues, et forcément, ça, c'est au détriment du joueur, en fait. Du grand joueur qui doit se révéler. Après, il ne faut pas se plaindre, parce qu'à la fin, il y a quand même des beaux succès, il y a quand même des beaux matchs, il faut dire c'est ce qui est, mais forcément, il y a moins de grands joueurs. Ça, c'est un constat, il faut le dire. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez quand même à trouver
des joueurs, j'ai envie de dire, créatifs, des joueurs instinctifs, des joueurs vraiment frissons, ou en tout cas vraiment qui nous donnent des étoiles dans les yeux, un peu comme on a pu avoir avec des Zizou, avec des Steven Gerrard, avec des Shevchenko, moi il n'y a pas si longtemps, je me refaisais des grands derbies et Milan contre Inter, et je voyais que c'était extraordinaire. Tu avais des Javier Zanetti, des Adriano, c'était vraiment incroyable. Il y a un côté un peu vieux con d'ailleurs, j'ai l'impression en disant ça, où on se dit au final, peut-être que le foot c'était un peu mieux avant, quoi. Non, mais en fait, tu vois sans voir aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était flagrant. Aujourd'hui, ça l'est moins. Et la dynamique que retrouve Arsenal, parce qu'il récupère Odegaard, c'est flagrant. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais Odegaard, aujourd'hui, c'est un de ces héritiers-là, de joueurs qui savent anticiper un déplacement ou faire que le joueur va partir là, parce que c'est lui, comme Kroos faisait avec Vinicius, tu vois. Et c'est pour ça, on parlait de Vinicius tout à l'heure, mais moi, ça me gêne que ce soit Kroos qui fasse signe à Vinicius de partir dans l'espace-là. À l'époque, mais jamais de la vie. Tu vois, Henry, il aurait pris l'espace avant de savoir que... Tu vois la différence ? Oui. C'est de la science, presque. C'est ça, en fait, la différence avec les grands matchs d'aujourd'hui et de l'époque, c'est que avant c'était un vrai rapport de force. Quand tu voyais un derby milanais, par exemple, c'était 11 joueurs contre 11 joueurs. C'était vraiment... Tu voyais justement Zanetti se coltiner Shevchenko. Il n'y avait pas un côté un peu tactique, un peu, comme tu le disais, Boris, là, stéréotypé, robotisé, qu'on n'arrivait pas vraiment... des matchs... Aujourd'hui, les matchs se ressemblent quasiment tous. On voit... Ok, ça reste des bons matchs, attention, je ne suis pas en train de critiquer les matchs d'aujourd'hui. Mais à l'époque, tu sentais vraiment un vrai rapport de force entre des vrais grands joueurs. Et c'est ça, moi, que j'aimais, que même, comme tu disais, même des fois, je me surprends à revoir des matchs de l'époque. C'était une autre dynamique, en fait. C'était vraiment de 11 joueurs sur le terrain, et ça jouait, quoi. Et c'était le meilleur qui gagnait. Pas forcément la meilleure tactique ou le bloc bas qui prenait en transition, c'était autre chose. Moi, je suis quand même nostalgique de certains effectifs des années entre 80, enfin la fin des années 90 et jusqu'au 2010, sur des effectifs où tu avais les 11 joueurs de chaque côté, c'est 11 Avengers. Enfin, c'est le quart de finale de Coupe du Monde 2006, le France-Brésil, c'est un délire. En fait, quand tu regardes la compo, c'est un délire en termes de niveau. Tu prends chaque joueur individuellement, tout le monde est incroyable. Et tu pouvais prendre les clubs et c'était la même chose. En fait, c'est ça qui était assez fou. Et c'est pour ça que la nostalgie, elle n'est pas de dire c'était mieux avant, mais c'est juste d'un constat qu'il y a quand même le niveau des joueurs intrinsèquement. Là, on fait un Inter Milan AC jusqu'en 2006 ou 2007, c'est irréel en fait le niveau de tous les mecs sur le terrain. Et moi j'ai pas forcément, là on suppute un peu, on a fait des hypothèses pour comprendre un peu ce qui fait que c'est différent aujourd'hui, mais le fossé il est quand même hyper important en termes de starification, mais de qualité de joueur, pas starification dans l'aura qu'ils ont. Je pense que Maicon est quand même un poil meilleur que Darmian. Oui, mais parce que les joueurs on les a formés différemment sur les modes avant espagnol puis allemande, et la mode allemande malheureusement était une mode de gegenpress, de contre-pressing extrêmement intense, qui mettait vraiment beaucoup moins l'aspect tactique technique dans le jeu. Et c'est ça qui moi, me plaît moins. Donc, mais ça revient, comme tu disais, je pense que aussi c'est cyclique. Et bizarrement, ce que je détestais avant, comme l'Atlético de Simeone, je trouve qu'aujourd'hui, ça a un peu plus de charme parce que c'est un peu différent. Au moins, ils ont leur propre identité. Je trouve qu'un joueur comme... C'est vrai que les identités, on les a perdues. Oui, mais un joueur comme Rodrigo De Paul, que je trouvais affreux il y a 5 ans, aujourd'hui, je lui trouve du charme. Tu vois, c'est marrant. Parce que c'est des joueurs qui sont différents. Et Rodrigo De Paul, maintenant, il me plaît parce qu'il n'est pas comme les autres. Avec un exemple, quand on parle de Griezmann, souvent on dit c'est un attaquant à l'ancienne. Pourquoi ? Parce que c'est un qui sort des schémas, qui arrive à trouver la passe, qui arrive à se passer dans des coins vraiment, dans des coins improbables pour un attaquant, mais qui arrive à sortir des bangers. C'est ça en fait. C'est des joueurs c'est de vrais talents. En fait. Oui. C'est pour ça que Griezmann, c'est un joueur que tout le monde apprécie, mais on l'estampille un peu joueur un peu à l'ancienne, mais c'est un super joueur. J'ai une question pour toi, Ricky. Parce qu'on dit souvent, tu vois, le côté concurrentiel dans un effectif, ça fait grandir. Quand tu as des grands joueurs à côté de toi, de talent, tu t'inspires, mais aussi tu dois te mettre au niveau pour monter. Est-ce qu'il y avait aussi ce truc-là dans le fait que tu affrontais tous les week-ends ou en Coupe d'Europe que des équipes avec des extraterrestres? Ça demandait à tout le monde d'élever son niveau de jeu. Et quand il y a beaucoup de gens qui sont à un très haut niveau, c'est profitable pour tout le monde. Et quand on disait tout à l'heure, un peu ce côté aseptisé techniquement des joueurs d'aujourd'hui,
il est où le dépassement de fonction quand en face de toi, tu as le même profil d'équipe, même profil de joueur, où tout le monde joue un peu pareil. Finalement, tu nivelles par le bas, quoi. C'est le cas du PSG, en fait, aujourd'hui. Le PSG, il rencontre le même type d'équipe tous les week-ends, en Ligue 1. Donc, ils doivent jouer d'une certaine manière. Et quand ils arrivent après en semaine en Champions League contre des équipes totalement différentes, fortes, qui jouent leur jeu, on le voit clairement qu'ils sont en difficulté. Et c'était la grosse force à l'époque, justement, de la Serie A, aujourd'hui de la Première Ligue. C'est que tous les week-ends, tu joues contre des équipes de très haut niveau. Donc, forcément, tu dois élever le niveau, tu dois apporter des choses en plus. Après, forcément, tu es prêt pour la semaine, pour les matchs de Coupe d'Europe. Mais je pense que oui, aujourd'hui, il y a une sorte de polarisation des équipes. Il y a des équipes très fortes et des équipes qui sont moins fortes, qui ont moins de moyens, donc moins de bons joueurs. Et forcément, ils ont recours à des blocs bas, ils ont recours à un jeu un peu stéréotypé, et c'est plus compliqué. C'est le gros souci du football d'aujourd'hui, c'est que le football, pour moi, est polarisé. Et après, il y a l'Inter. L'Inter, aujourd'hui, on ne sait pas où les mettre, mais bon. Club. Deuxième meilleur club d'Europe, a priori, non? Ils sont deuxième en Ligue des Champions. Moi, je les trouve excellents. Non, c'est pas la deuxième meilleure équipe d'Europe en ce moment? Moi, franchement, je suis fan de Thuram, mais l'Inter, c'est pas pour moi. Il n'arrivera pas à dire l'Inter. Moi, j'ai rien contre l'Inter, mais je peux pas te suivre. Non, mais il y a des joueurs. Barella, il est intéressant comme joueur, tu vois. C'est un vrai profil technique. Barella, je l'ai beaucoup aimé il y a 3-4 ans. Quand il commence à évoluer, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il stagne en fait. Mais je trouve qu'il revient. Est-ce que c'est pas justement les joueurs autour de lui aussi qui ont haussé leur niveau de jeu grâce à un mec comme ça? Ouais, c'est possible aussi. Mais je vous ai posé une question tout à l'heure. Là, si vous deviez ressortir un joueur ou deux joueurs chacun. Oui, moi franchement, j'ai mon joueur frisson que j'aime depuis maintenant 2 ans, c'est Musiala. Oh, franchement, à Florian Wirtz, je sais que tu en avais beaucoup. Wirtz aussi, bien sûr. Wirtz, j'aime beaucoup Leverkusen, mais au-delà de Wirtz, moi c'est Musiala. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Pour moi, de toute façon, j'ai souvent dit, je le préfère à Bellingham. Okay. En termes de talent justement, moi aussi. Et en termes de même dans le jeu, si on me donne le choix de prendre un numéro 10 ou milieu de terrain, ce que tu veux, mais je prendrais Musiala 10 fois. Ok. Bobo, Jo, qui veut se lancer? J'en ai pas. Moi non plus. C'est dur, hein, tu vois. J'aurais pu dire Wirtz ou Musiala en disant, tu vois, la dernière compétition internationale à laquelle on a pu assister, ils ont brillé au début, puis ils sont un peu éteints après. C'est des joueurs qui sont assez kiffants, mais de dire qu'ils m'excitent vraiment côté genre je vais aller regarder des matchs juste pour les voir jouer, tu vois, de mettre ça, de me dire putain, faut pas que je rate. Ça m'est arrivé à d'autres époques, quoi. J'allais regarder des équipes juste pour voir un joueur en particulier. Aujourd'hui, je dis pas que les joueurs sont mauvais, mais il y a personne qui m'excite à ce point pour provoquer ce truc-là. Et en termes d'attache, en termes de sensibilité, genre est-ce que vous avez un joueur que vous aimez bien? Moi, j'aime bien. Je souhaite vraiment que Désiré Doué réussisse, par exemple. Tu vois. Moi, c'est Joao Neves, j'allais te dire. Si tu vois, si on prenait en ce moment en France, que je suis un peu depuis qu'il est arrivé au PSG, un peu plus, j'aimerais bien voir ce que ça donne d'ici 3-4 ans, vu ce qu'il monte maintenant. Donc, si je devais regarder les matchs pour un joueur, je pourrais regarder pour ça, pour voir s'il y a de la marge de progression, etc. Mais j'en suis pas à me dire, faut que je regarde, parce que je vais passer un moment de fou. Je sais, tu vois, Neymar, il y a encore 3-4 ans, je regardais les matchs pour ça. Moi, je me lève de ma chaise parce qu'il y a Neymar. En fait, si je vais au stade pour ça, je vais au stade pour vibrer, je vais au stade pour que les mecs ils fassent des trucs que je vois pas le week-end quand je vais voir mes potes. Tu vois, enfin, j'exagère un petit peu, mais pour voir des choses vraiment incroyables que ces joueurs-là peuvent faire. Si j'en ai un, moi, c'est Yamal, je pense. C'est le seul Yamal avec des Musiala, Wirtz. Yamal, je trouve que c'est déjà le meilleur joueur du monde. C'est fou. À 17 ans, c'est hallucinant. C'est un mec qui arrive et tout de suite, c'est pour cela, fantastique. Moi, j'ai confiance en cette nouvelle génération. Ouais, je comprends. Des choses qui sont aussi biberonnés, on va dire, aux vidéos des joueurs un peu, entre guillemets, à l'ancienne, et qu'ils essaient de reproduire ça. Ça revient. Être plus inspiré de R9 que de Cristiano ou de Messi. Bon, après, Messi, c'est encore... Lui, on le met à côté. Mais à part, c'est un joueur... Et tu vois, je trouve ça fou. Je me sens nostalgique déjà de, je sais pas, Thiago Alcantara ou de Verratti, que c'était il y a pas si longtemps, tu vois. Non, mais quand on parlait de frisson un peu là, mais il joue plus, donc c'est déjà passé. Après, c'est des trucs générationnels. Je pouvais regarder un match juste pour Thiago Alcantara. Moi aussi, c'est pour ça que juste un échauffement de Thiago Alcantara. Je peux voir jongler, tu vois, c'était n'importe quoi. Moi, ça me faisait kiffer de voir Verratti jouer aussi. Même si les bons n'étaient pas forcément efficaces. Mais moi, je voulais voir des fans de corps. Je voulais le voir mettre des fans de corps. Aujourd'hui, on a personne. Comme nous, on habite à Paris, on va au Parc des Princes de temps en temps.
mais je ne vais plus au Parc des Princes en avance pour regarder l'échauffement. Avant, Ah bah oui. j'arrivais 1 heure en avance. Parce que, en plus, quand t'es recruteur, tu fais beaucoup ça pour voir la vraie sensibilité d'un joueur et tout. Mais quand t'avais l'échauffement, Pastore, Verratti, Le Z. après Neymar, c'est Zlatan. Zlatan. hallucinant. Mais il faut le dire, parce que c'était une époque du Paris Saint-Germain extraordinaire. Et vraiment avec des grands joueurs. Parce que tout le monde dit, ouais, mais Zlatan, c'est pas un grand joueur. Est-ce que tu classes Zlatan comme un grand joueur? Comment? Sûr. Tu classes Zlatan comme un grand joueur? Mais comparons à ce qu'on a aujourd'hui, à la soupe qu'on a aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Bien sûr que oui, que c'est un grand joueur. Techniquement, t'as vu ce qu'il envoie? Mais les pubs Nike, Cristiano, Zlatan, est-ce que vous vous souvenez? Ouais, quand ils faisaient les mêmes gestes tous les deux, là. J'en ai des Extraordinaire. frissons. J'en ai des frissons. C'était J'ai envie d'aller sur YouTube là. c'était énorme. C'était pas truqué. Hein. Oui, mais c'est vrai, c'était pas truqué. Maintenant, il truque. C'était avant les VFX. Ouais, ça, il y a un petit côté nostalgique quand même. Et c'est vrai qu'on n'a pas. Alors, j'ai quand même envie de vous poser la question. Est-ce qu'un Mbappé, est-ce qu'un Mo Salah, vous les catégorisez, vous les mettez dans une case grand joueur ou pas? Oui, moi, je me lance, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est les joueurs qu'on a. Mais est-ce que après, c'est juste, est-ce qu'on a envie de comparer avec ce qu'on avait avant? Parce qu'on ne peut pas vraiment comparer. Mais aujourd'hui, ça en est. Mais dans l'histoire du foot, je ne suis pas sûr qu'il soit au niveau des gens qu'on a cités tout à l'heure, tu vois. Salah, peut-être quand même. Parce que Salah, il y a une répétition des stats pendant 10 ans qui est. Après, ça dépend à qui on le compare, tu vois. Mais par exemple, comparé à Wayne Thierry Henry, Rooney, parce que là, j'ai vu la stat aujourd'hui comme Compare à quoi ça Robben. fait 37 matchs d'affilée qu'il a inscrit je au moins trouve que un but Robben et est une plus passe fort. décisive. Ouais, moi aussi. Il a battu Wayne Rooney qui avait le record de la première. Est-ce que Wayne Rooney, vous le classifiez, enfin vous le classez dans le Après, côté grand joueur quand ou on pas? parle de grand joueur, il y a aussi le côté aura, le côté storytelling. Et je pense que Salah, il coche toutes les cases d'un grand joueur. Mais après, comme tu l'as dit, Boris, où est-ce qu'on le classe au niveau des grands joueurs? Ah ouais. C'est ça. Après, la division de grands joueurs aussi, elle est... C'est compliqué, hein. Voilà, elle est compliquée. Chacun a sa propre définition. C'est très subjectif. Après, c'est comme Kylian. Kylian, on doit le classer dans les grands joueurs. Champion du monde à Oui, triplé en finale. 20 ans, Oui, triplé. Mais Pas dire autre chose. à quel niveau tu le classes? Est-ce que tu le classes au niveau de Platini, de Zidane, Henry? Déjà, dans les quel tas que tu attaquants, mets, ouais. est-ce que c'est plus fort que Romario, que Ronaldo, que Shevchenko, que Robin van Persie, que tu vois, tu peux faire plein d'époques différentes et c'est pas les mêmes profils, mais il y a des gens qui étaient plus efficaces, plus beaux à voir jouer, plus, Et puis c'est dur de comparer des joueurs qui n'ont pas le même poste non plus. Ou, tu vois, tu peux le comparer à Henry. Même quoi. le style de jeu aussi. Mais oui, ouais, c'est vrai. Moi, pareil, on se réveillait pour R9. ouais. Mbappé, on regarde seulement à la fin du match, il a marqué son but ou Parce qu'on consomme, s'il a loupé un ou son penalty. on consomme comme ça le foot aujourd'hui, c'est vrai. C'est ça, malheureusement. Et attends, parce que là, on parlait des attaquants, on parlait de Shevchenko, j'en ai un qui me revient en tête. Pipo Inzaghi, grand joueur ou pas? Bien sûr, tous les jours. Parce qu'en termes de profil, je suis pas sûr que non, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui se disent ah mais Moi, c'est pas extraordinaire. c'est pas un beau joueur. Par contre, un grand joueur, oui, le sens du but, le placement, Les célébrations, après la avoir mis rage, un la but hargne, horrible. Non, moi, mon jugement, du tibia, du genou, du dos. mon jugement, il est biaisé parce que je l'ai eu en coach, il m'a pas conservé, donc pas grand joueur, non. Après, voilà, Non, je rigole. Après, il était éclaté en coach, non? Bah partout il est passé. Non, Quand il était à Venise, sincèrement, il est pas mauvais. Après, il n'a pas Moi, je voulais eu te laisser, vraiment les résultats escomptés, Je voulais mais te lancer, Ricky, ça n'a pas marché. non, faut rester après objectif. Moi, après, bon, pour des raisons XY, je l'ai eu à la Regina, avec Jérémy d'ailleurs. Bon, il m'a pas conservé. Après, j'étais un peu blessé. Enfin bref, mais sinon, non, c'était pas ma tasse de thé en tant que joueur. Pas trop qui fan. étaient vos joueurs un peu, pas forcément les meilleurs joueurs du monde, mais préférés quand vous étiez un peu plus jeune? Moi, je l'ai dit 1000 fois. C'est Bergkamp. Moi, Ah oui, Dennis Bergkamp. Oui, mais Bergkamp, c'était moi, c'était très aigué, mais c'était pas le meilleur joueur du monde. Tu vois, Bergkamp a été le meilleur joueur du monde. Ouais, mais Trezeguet, ça a été pendant longtemps le meilleur ou dans les 3 meilleurs attaquants de série. Ah ouais. Moi, Titi. Ouais, il y en a plein, moi. Moi, Titi Henry, c'est pour faire original. Ouais, moi, j'aurais dit Thierry Henry, et puis aussi par rapport à mon poste et mon profil, j'aimais beaucoup Gennaro Gattuso, alors que je suis pas fan du Milan AC, mais Ok. Ah, tu vois, même ouais, mais époque, Véron, parce qu'il arrivait avec un gun sur le terrain, c'est pour ça que toi tu l'aimais. Non, les tatouages, Hooligan. le bouc, Non, mais tu demandes les chaussettes baissées, Les boucles boucles d'oreilles. les lastos juste en dessous du genou, je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça cool. Tout le monde le faisait. Ah après. ouais, voilà, moi je l'ai fait Tu après. demandes à un petit aujourd'hui Plein de trucs à qui est son côté joueur des joueurs. préféré, il va dire Mbappé, il va dire ça. Vinicius.
Bah, tu vois, Mais t'as envie de lui dire, mais oh, réveille-toi, tu vois, genre, par rapport à avant. Adriano, Recoba, tu vois, si tu peux. Mais en fait, dans chaque équipe, Nedved, enfin Pavel Nedved, Oui, c'est. bien sûr, je pensais à lui en plus. Pavel Nedved, même Roberto Carlos, tu vois, un arrière-gauche, tu vois, il y avait pour plein de trucs différents. Enfin. On était en 100 sur les joueurs. Ouais, c'était. Mais puis que des. Enfin, encore une fois. Ricardo Fati. Après génération. Ricardo Fati, tu te souviens ou pas? Je me rappelle. Attention, j'ai mes fans. Je t'ai dit, moi, j'ai. Football Manager. J'ai pleuré quand il. Jeune prodige. L'accident de Je le faisais monter jeune prodige, quoi. Excuse-moi. L'accident de scooter, moi, ça m'a rendu triste. Comme beaucoup, ouais. Est-ce qu'à présent, on me le rappelle encore? Bah ouais, tu vois, comme quoi, tu vois, tu te moques, mais moi, le premier Je degré. me moque pas du tout. Et jeune prodige en Football Manager. Ouais, ça c'est vrai. Bon, ça me donne envie d'aller sur YouTube et de me faire des grands classiques de foot. Tout ça, franchement, c'est quand même assez. Mais c'est dur à regarder. Moi, j'ai du mal. Bon, après, les souvenirs de l'équipe de France, Coupe du Monde 98, je peux regarder, mais des anciens matchs, c'est pas un truc qui se fait, je trouve, de regarder des anciens matchs. Manchester Real. Attention, le 3-4 là. Tu sais, autant des fois, bon, tu as des matchs des années 80, 70, on a du mal à regarder parce que c'était pas les mêmes règles. Avec la passe en retrait. Oui, mais autant des matchs. Non, mais autant des matchs des années 2000, 90, tu les regardes encore. Hein. Ouais. Tu les regardes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans les mœurs ou dans les habitudes des passionnés de football de regarder des anciens matchs. Ouais. Tu vois ce que ça se fait pas? Moi, je me suis refait toutes les finales. Tu fais des anciens matchs? Je me suis refait. Franchement, oui. Toutes les finales de Ligue des Champions pendant le Covid. Je me fais beaucoup de matchs de Ronaldo. Je te promets, après pas des matchs entiers, mais tu regardes. Je regarde des highlights, je regarde des fois. Il y a beaucoup de. En plus, sur les chaînes italiennes, parce que moi j'ai Sky Italie à la maison, il y a beaucoup de rétrospectives. Par exemple, quand il y a un match important, il y a un Roma Juventus qui va jouer le dimanche, il te passe à Roma Channel, il te passe les Roma Juventus de 93, après 96, ceux qui ont marqué. Je suis tombé ce week-end ça se regarde. Hein. En pirate. J'ai un Roma Juve de 2000. Sky Italie à la maison. On regarde encore. Il y a 2-0 pour la Roma, un but de Totti sur une reprise de volée. Je pourrais encore le regarder. Moi, le Roma Lazio, le 4-1 de 2002, je te le regarde encore. Hein. Le triplé de Montella, un truc comme ça. Non, ça, je le regarde encore. C'est des matchs de fou. Hein. Et à Lazio, c'est fort aussi. Hein, à côté, les Simeone, les Nedved. Il n'y avait pas Nesta encore à l'époque, peut-être? Nesta, bien sûr. Il n'y avait pas Salas, Marcelo Salas. Non, ça jouait. Non. Je te jure, on est con. Hein. Ah ouais. Tellement. Sur la chaîne de la FIFA, il y a beaucoup de matchs disponibles. Hein. Bien sûr. Tu peux moi, voir je me suis refait, finales, etc. avant la Coupe du Monde 2022, c'est comme ça, je me suis refait des dizaines de matchs, mais c'est extraordinaire. Tu peux quasiment tout revoir. Et je pense que l'UEFA, ils ont quand même pas mal de trucs de dispo pour la Ligue des Champions sur leur chaîne aussi. Tu peux revoir quand même pas mal de matchs. Pendant le Covid, je disais, pendant le confinement, j'ai refait toutes les finales de Ligue des Champions depuis les années 90. Je les ai toutes regardées. Folie. J'en faisais folie. Genre une tous les 2-3 jours. Comme ça. Bon, vous l'aurez compris, il y a à peu près 400 ans de moyenne d'âge autour de ce plateau. Mais vraiment, allez-y, régalez-vous des matchs d'il y a une vingtaine d'années. C'était vraiment extraordinaire, pour ne pas dire autre chose. Évoquons maintenant le Paris Saint-Germain pour changer. On rappelle le PSG qui est premier de Ligue 1 avec 7 points d'avance avant. Il n'y a pas le jingle là, normalement? Ah mais non, mais j'oublie, en plus j'allais parler du Paris Saint-Germain, alors que non, on va d'abord parler d'un fan du Paris Saint-Germain. Ouais. Alors Ricky, tu es maintenant habitué, voilà, on a voulu mettre en place ça depuis quelques temps. Younes Depardieu nous offre une petite pastille. En attendant, on attend toujours quand même qu'il nous offre, enfin pas qu'il nous offre, mais qu'il nous donne ses dates de spectacle et tout, qu'on puisse faire la promotion un petit peu de Younes Depardieu, qui va bientôt se produire sur scène. En attendant, il nous fait l'honneur de nous faire rire dans la zone. On regarde, c'est la minute Younes. Ah là, vous voulez pas vous arrêter, hein? Ah non, mais ça s'arrêtera donc jamais, ces histoires! Bonsoir à tous, la zone, j'espère que ça va, que tout se passe bien. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Ah là, moi je suis fatigué là, messieurs, dames. Là, la semaine, je suis fatigué là. En ce moment, bashing Luis Enrique, il se fait attaquer de tous les côtés. Je lui apporte mon soutien. On a la chance d'avoir un grand entraîneur comme Enrique. Oui, il a du caractère, mais faut le laisser travailler. Quand on va finir avec Antonetti sur le banc et en adjoint Habib Bey, faudra pas venir pleurer. Hein. Et messieurs, dames, bombe de la semaine, Mohamed Salah qui est annoncé au Paris Saint-Germain. Si c'est pas Noël avant l'heure, si ça se fait, Mohamed Salah en mois de juin à Paris, ça serait la plus belle des choses. Mais on sait très bien comment ça va se passer. Hein. Voilà. Ça annonce Mohamed Salah au Paris Saint-Germain et ça va finir comme ça. Voilà. Ça va finir comme ça. Voilà. Parce que quoi? Parce qu'on n'a pas le droit au bonheur. Et messieurs, dames, je suis tombé sur cette information. L'émir du Qatar pourrait vendre le PSG.
Ah, sincèrement, j'étais pas bien. Je me suis dit, on n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. Et après, j'ai regardé d'où vient l'information. Foot Marseille. On vient de faire un centre d'entraînement à 400 millions d'euros. On veut faire un stade à 1 milliard d'euros pour vendre le club. Mais qui va vous croire? En tout cas, messieurs, dames, je me suis attaché à vous, je me suis attaché à la zone. Et j'aimerais bien faire un spécial la zone qu'avec des gens qu'on aime. Voilà, pour Boris, on invite Eric Zemmour. Pour Joe, on invite Daniel Riolo. Et pour Alexis, évidemment, Jacques Desange. Eh oui. Bâtard. Il a dit qui pour toi? Ah oui, Daniel Riolo. Ok, ouais, d'accord. Merci. Voilà. Il n'y a rien de vrai dans tout ça, à part Eric Zemmour, il n'y a rien de vrai. Je déconne, mon bobo. Merci, Younes Depardieu, toujours aussi excellent. Bon, voilà, vous l'aurez compris, il en a un petit peu parlé aussi, Younes. On va évoquer le Paris Saint-Germain. Et puis, surtout, on va évoquer le bashing Luis Enrique, comme il a si bien défini, le traitement médiatique réservé au Paris Saint-Germain et à Luis Enrique. Messieurs, est-ce que vous avez... l'impression un petit peu que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique se fait un petit peu piétiner dans la presse, dans les médias, dans les journaux? Jo, je te vois sourire. Enfin, tu te caches un petit peu. Je me retiens de... Ça m'énerve, moi, ça m'énerve. Qui, Luis Enrique t'énerve? Tout m'énerve, de toute façon. Mais je trouve que le traitement médiatique récent sur Luis Enrique me dérange. Parce que c'est pas déjà, c'est pas leur rôle de faire ça. Deuxièmement, je trouve ça hyper je sais pas comment dire, nauséabond, nocif, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. Pour qui? Pour le club ou pour d'une manière générale? De manière générale, de ne pas soutenir un club français, voilà, tout simplement. On sent très bien qu'il y a une rupture des deux côtés entre Luis Enrique, qui est très méprisant avec les journalistes, à tort, parce que c'est quand même, ça fait partie de son job aujourd'hui et il le fait mal, parce que la communication d'un entraîneur de ce niveau-là est une caractéristique d'un entraîneur. Il l'a pas, donc c'est quand même que c'est pas un grand entraîneur, comme ce que disait Younes dans sa vidéo. Et je trouve qu'il y a eu comme un coup d'envoi à un moment donné de tous les médias en même temps, se dire voilà, il a fait ça avec Margot Dumont, il a fait ça avec c'était qui après Alexandre Ruiz. Avec Alexandre Ruiz, il a fait ça avec, et d'un coup. C'est après la défaite contre le Bayern, peut-être, non ou Je sais pas, c'est depuis 10 jours avant le coup d'envoi d'un match crucial à Salzbourg, la semaine prochaine. Tous les jours, il y a une info contre, je dis bien contre le PSG, en attaquant Luis Enrique. Avec un jour, c'était Dembélé, rupture avec Dembélé. Le lendemain, c'est Barcola frustré, etc. Le surlendemain, c'est Colomoni ne comprend pas pourquoi, et les joueurs ne comprennent pas les méthodes de Luis Enrique. Ce qui est faux. C'est juste... Alors, on expliquera après comment c'est fait, parce que toi, tu sais très bien comment c'est fait. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les jours, il y a des trucs comme ça qui sortent. Et je trouve que c'est, pas le rôle de journaliste de faire ça. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment une tendance qui est organisée pour aller contre quelqu'un. Comme ça a été le cas à l'époque. Exactement pareil avec Laurent Blanc. Il y a eu une rumeur. Moi, je l'ai vu naître, la rumeur. C'est pas Laurent Blanc qui fait les entraînements. Mais combien de coachs en Europe, dans les grands clubs d'Europe, ne font pas les entraînements? Ils ont des adjoints dont c'est le rôle et le métier de faire ça. Bah, même Luis Enrique, c'est la même chose. Luis Enrique, il a son armée d'adjoints qui sont qualifiés, qui sont aussi très bons. La partie pratique, échauffement, technique et les adjoints. Et puis après, quand il faut gérer le côté tactique, mettre en place les systèmes de jeu, là, c'est Luis Enrique. Et je pense que Laurent Blanc, c'est comme ça qu'il est géré. Oui, mais c'était un lobbying négatif qui a été créé parce que le mec n'était pas sympa avec les journalistes aussi. Après, pour ma part, si je dois donner mon avis, je pense que il fallait installer une crise au PSG, je pense. Et comme tu l'as dit, je pense que les journalistes, ils sont vraiment orientés par rapport à ça. Mais au-delà de la forme, c'est surtout le fond, moi, qui me dérange un peu. Parce que, ok, on peut reprocher plein de choses à Luis Enrique. Moi aussi, je suis pas trop fan de son côté médiatique, ce qu'il dégage. Ça comme pas trop fan. Après, bon, il est premier de Ligue 1, il fait le taf, entre guillemets. Alors certes, en Ligue des Champions, c'est pas ça du tout. On en a parlé, moi je pense que c'est plus un aspect tactique. Le fait qu'il n'ait pas vraiment ce numéro 9, ok, Ramos est arrivé. Après, le contenu est bien meilleur que l'année dernière en Ligue des Champions. Oui. Parce que l'année dernière, ça jouait pas bien en Ligue des Champions, mais là, ça joue bien quand même. Après, selon moi, il a aussi encore fait une petite bavure en disant « Ah, vous avez vu, Gonzalo Ramos est arrivé, c'est à 9, on a encore fait nul contre Nantes, alors qu'est-ce que vous voulez maintenant ?» Enfin bref, on le connaît antipathique envers les médias. Mais la forme dont il est attaqué,
Moi, vraiment, ça me dérange. En plus, maintenant, on le sait tous, hein, les journalistes, éditorialistes, polémistes, donc beaucoup d'opinions qui sont lancées, des fameuses sources anonymes qui relayent telle ou telle information. Ça me dérange. Le fait qu'on donne son opinion, qu'on donne son feeling sur l'état d'esprit des joueurs, de Luis Enrique et donc du club, oui, forcément, comme tu l'as dit, c'est des attaques gratuites sur le PSG. Moi, ça me dérange un peu. Et quand, justement, donc, tu disais un peu... Mais que ce soit Paris, Marseille, ça arrive très souvent aussi. Et ça n'arrive pas pour les autres clubs. Donc, est-ce que c'est uniquement pour faire vendre ? Et là, non mais il faut le dire à un moment donné que c'est pour ça. Et c'est l'odeur du sang, et c'est le truc, dès que ça marche moins, tu sais que ça va faire moins vendre que si ça se passe mal à un club moins médiatique de Ligue 1. Tu vois, Reims, par exemple, j'adore ce club en plus, donc c'est un mauvais exemple, mais ça se passe bien. Ils vont pas aller chercher des noises là où ça se passe bien. Tandis qu'à Paris, ils ont 7 points d'avance en Ligue 1. Ils doutent du projet de Luis Enrique. Ils ont une équipe qui est quand même... L'équipe du PSG actuelle, l'effectif est quand même beaucoup plus faible qu'il y a 4 ans ou 5 ans, quand ils font finale de Ligue des Champions. C'est incomparable en termes de talent. Bobo, est-ce que tu trouves que, d'une manière générale, les médias sont un peu trop durs avec Luis Enrique ? Mérite-t-il tant de haine déversée par l'équipe, pour ne citer que... Est-ce que lui, il mérite de la haine ? Ouais. Et personne ne mérite autant de haine. Il y a un truc à un moment donné... moi, j'interroge quand même le positionnement des journalistes en général et l'absence de remise en question aussi de la corporation en général, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, qui se prennent beaucoup moins la tête qu'avant. Et c'est vrai que quand tu le dis, ça saute au plafond. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que beaucoup de gens veulent être là pour se montrer. Dans la masse qu'il y a de plus en plus de journalistes. On ne sait pas si ils sont vraiment journalistes formés, etc. Il y a beaucoup d'internautes, de tweetos, de gens comme ça. Et même dans ceux qui sont de formation journaliste, de grandes écoles, etc., tu as cette appétence pour la notoriété qui parfois tourne un peu à la tête et qui veulent se montrer plus que d'autres. Et ça veut dire l'information qu'il faut avoir. Ça veut dire... Donc il y a aussi un petit peu à faire l'autocritique de comment on traite médiatiquement le sport, et pas que le sport, parce qu'on pourrait parler de politique, et quand on voit comment les hommes politiques sont traités en général, c'est quand même pas facile de faire son métier quand on a des responsabilités. Et je ne parle pas qu'en France, c'est vraiment général. Et ça manque de nuances. Aujourd'hui, on est toujours tranché. Soit on met les gens sous le bus, soit on les encense. Soit on les encense. Il n'y a plus trop de mesures. Donc moi, je trouve qu'ils ne méritent pas ça, mais aucun entraîneur ne mérite finalement d'être jeté comme ça en pâture, et puis pour balancer les infos qui ne sont pas vraies. Parce que, bon, après, tu as le truc et tu buzzes et de comment tu vas attirer plus de gens, etc. etc. Mais je trouve qu'il y a quand même peu de remise en question et que je peux comprendre parfois son agacement à lui et même ses réactions envers certains journalistes, alors qui peuvent paraître complètement démesurées. Mais en fait, quand tu le subis toute la journée, tous les jours, depuis que tu es entraîneur, je pense que tu n'as plus envie de te prendre la tête. Alors oui, c'est son taf. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Non, mais c'est pas une question d'avoir raison. C'est une question qu'il y a un truc un peu humain aussi. Moi, il y a entre cautionner et comprendre. Tu vois, on ne cautionne pas, mais on peut comprendre le mécanisme qui se passe humainement quand toute la journée on est sur tes côtes et que tu sais qu'il y a... Et toute sa carrière. Et que tu sais qu'il n'y a pas forcément... Il s'est fait détruire par les journalistes. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Et qu'on est pas mal de collègues qui ont du mal à se remettre en question aussi quand ils font pas toujours le taf. Tu te dis quand même, les questions, ça vole pas toujours très haut. T'as quand même un super coach ou des super coachs ou des super joueurs et tu te contentes de très peu. Moi, je peux comprendre qu'on ait moins envie de parler aux journalistes à certains moments. J'ai l'impression qu'ils veulent faire les Espagnols en ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu les tabloïds. Exactement. Même pas les Anglais, parce que les Anglais, c'est que n'importe quoi. Mais les Espagnols qui sont en train de chercher des petits trucs, tu vois. Mais justement, Ricky, j'allais te poser une question. Toi qui as joué un petit peu partout en Europe, en plus de la France. Le traitement médiatique sportif, d'une manière générale, il est pareil partout ? Où vraiment tu sens qu'il y a comme une haine, ou je n'arriverai pas à trouver le mot, mais est-ce que globalement le traitement médiatique réservé à certains clubs... Non, oui, je pense que ça dépend du club aussi, de sa grandeur aussi, et de sa notoriété. Je pense que c'est ça. Après, forcément, la presse a toujours besoin de sortir des crises ou sortir vraiment des histoires autour d'un club pour faire vendre, parce que le but c'est quoi ? C'est d'être écouté et de faire vendre, hein. Il ne s'agit que de ça. Après, je peux comprendre, comme l'a dit Boris, je peux comprendre
les médias, ou certains médias en tout cas, d'aller sur Luis Enrique parce que, par représailles, si on peut le dire ainsi, parce qu'on sait comment réagit Luis Enrique, mais sinon c'est assez disproportionné. Pour revenir à ta question, oui, l'environnement, que ce soit en Italie, même en Grèce ou en Turquie, dès qu'il y a comme dirait l'autre, Monsieur Domenech, l'odeur du sang, ça attire, hein, donc forcément. Mais quand il n'y a pas de sang, des fois, on essaye de taillader un peu la victime pour faire venir tout le monde. Donc là, je pense que c'est ce qui se passe. Et puis il y a quand même un truc aussi qu'on ne dit pas, c'est que le club du PSG c'est très très mal accoutumé depuis que le Qatar est arrivé avec les journalistes. Il y a eu beaucoup de rapports de force. C'est la première fois avec l'équipe. Il a déjà été interdit de conférences de presse. Des rapports de force vraiment qui ne sont pas normaux, quoi. C'est-à-dire que en France, parce qu'il faut le dire, en France, ça se passe d'une certaine façon. Et je trouve que les dirigeants, Nasser le premier, tu vois, sont... Je trouve pas que ce soit très intelligent la façon dont ils procèdent aussi. Donc, effectivement, que ce soit avec le club du PSG, avec les journalistes, mais aussi le club du PSG avec Luis Enrique, parce que tu dois dire, écoute, maintenant, t'arrêtes tes conneries. Enfin, tu peux pas dire ça à la journaliste. Enfin, je veux dire, Nasser, il a quand même son rôle de président du club. Je pense pas que Luis Enrique soit... pas manipulable, hein, c'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense pas que Luis Enrique mais c'est son employé. peut lui dicter sa conduite à tenir. Non mais d'accord. Ça se trouve, ils lui ont demandé de pas répondre, hein, parce qu'avant de répondre ça, elle lui pose 3 questions et il répond pas, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, tu es obligé d'avoir un comportement meilleur que ça face aux journalistes. Et c'est quand même une mauvaise image de l'entreprise qui est donnée, parce que le PSG est une entreprise. Et à un moment donné, le président de l'entreprise, s'il y a un truc qui est négatif, il doit le dire à son employé. Je te parle juste des bases, tu vois. Autant faut-il qu'il pense que ce soit négatif. Autant ouais, qu'il ne soit pas au paddle. Non mais vraie question, est-ce qu'ils font attention à ça, que ce soit le président, que ce soit autour, que ce soit les joueurs? Est-ce qu'ils font attention un petit peu justement à ce qui se dit, ce qui se passe en conférence de presse? Non, moi j'ai pas là. Non, moi je jamais pense pas du tout. Dans le vestiaire, jamais vous vous êtes dit, t'as vu le coach, il a dit ça. Non, pas du tout. Non. Ils sont morts de rire, je pense. Surtout quand c'est Luis Enrique, parce que je pense qu'il connaît ce personnage. Ouais. C'est pour cela que moi ça m'étonne un peu, ça me gêne même quand on sort Barcola, il est pas content. Dembélé, il était écarté à Arsenal, ils ont fait tout un foin. Dembélé il est revenu entre guillemets, comme si rien n'était. Moi je pense que c'est des faits qui arrivent, normal. Le vestiaire, ils ont d'autres choses à faire que de voir ce que Luis Enrique a dit, a répondu à Ambre ou à Margot. Donc non, les joueurs sont focalisés, ils avancent, eux, tout ce qu'ils veulent c'est de jouer et de gagner, hein, sincèrement. Je pense pas qu'ils soient affectés par tout ce bashing qui se passe dans les médias. Bobo, toi qui quand même côtoie beaucoup de sportifs, est-ce que, je sais pas, ça t'est déjà arrivé, tu es en déplacement avec un des sportifs avec lesquels tu travailles, et puis vous êtes en train de lire un journal et justement il y a un article sur lui ou un article ou une interview d'un coach où il se dit ça et vous en parlez, est-ce qu'ils y font attention, est-ce que non, t'as jamais eu de retour, truc comme ça? Ah bah si, du coach ou des journalistes? Bah l'un ou l'autre, ou plutôt des journalistes en fonction de, admettons, je sais pas, un truc tout bête, qu'est-ce qu'il y a, Jean? Du coach ou des journalistes? Non, je dirais plutôt des journalistes, un truc tout bête, là, voilà, on entend qu'il y a une embrouille entre Barcola et Enrique, machin. Je vais te donner un exemple concret qui est arrivé à un joueur avec qui je travaille. Il a eu un enfant qui était né prématuré. Et pendant plusieurs mois, il se rendait à l'hôpital pour voir son gamin pendant 2-3 mois, le temps qu'il sorte de couveuse, quoi. Ouais. Et à côté de ça, moi j'ai pu entendre et lire qu'il sortait beaucoup le soir et qu'il dormait pas beaucoup chez lui. C'était vrai, sauf qu'on comme on ne savait pas pourquoi il sortait, on a laissé sous-entendre qu'il faisait la fête. Et que du coup, on a commencé à parler de son hygiène de vie. Et qu'avec l'hygiène de vie qu'il avait, c'était un peu normal qu'il soit blessé ou qu'il soit moins bon. En fait, il avait un gamin qui est né prématuré et que je pense que oui, il avait d'autres soucis, mais pas les soucis qu'on sous-tendait. Donc, des histoires qui sont téléphone arabe, si je puis dire, ça arrive d'une oreille, on sait à peu près un truc, on en ressort autre chose. Il y en a tous les jours. Et franchement, c'est pas facile de faire comme si de rien n'était. Et en fait, c'est là où c'est, quand je disais, je cautionne pas, mais je comprends.
il y a des moments, en fait, c'est quand même dur quand tu sais ce que tu vis au quotidien. Alors, il y en a qui font la fête. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous tout blancs et qu'il y a personne qui fait des conneries en dehors du foot. Tu l'avais dit, ça sortait pas, je crois. Mais Non. Très calme. Mais en fait, ça a un vrai impact sur les joueurs, sur les entraîneurs, même si on fait avec. Mais il y a un moment, en fait, t'envoies chier, ça te saoule, en fait. T'as plus envie de répondre, ou tu réponds mal, et donc t'as beau au quotidien, ou alors tu réponds plus, et puis les journalistes après se plaignent, et là c'est une partie de mon travail, qu'on leur parle plus, et qu'on maîtrise sa com, et que tout le monde a des agents d'image. Bah oui, mais quand tu vois ce qui se passe, quand tu parles, et qu'on te sort une phrase, un verbatim, en une de l'équipe, moi, tu vois, ou d'autres... Tout à l'heure, j'ai la une de l'équipe avec Nicolas Anelka, prêcher le faux pour avoir le vrai. On l'a su combien de temps plus tard, 15 ans, 20 ans après, ce qui s'était... Enfin, tu vois, le truc... Et le journaliste en question, il a continué à travailler longtemps et en toute quiétude, tu vois, alors que c'est quand même hyper grave ce qui s'est passé quand on parlait de... Ouais. Et donc, c'est pour ça que je trouve que, quand je dis la remise en question, elle doit venir de tous les côtés, parce que c'est nauséabond, et c'est nauséabond pour des mauvaises raisons, de vouloir percer plus que les autres, d'être le journaliste qui a l'info avant, etc., etc. Donc, on est dans une course quand même effréné, qui n'a aucun sens et qui est au détriment de tout le monde. C'est contre-productif parce que tu vois, hier on a fait un rendez-vous avec Alexis et une personne avec qui on travaille chez Footballogue, qu'on embrasse et qui travaille très bien et qui ont les mêmes valeurs que nous et qui veulent faire les choses bien, tu vois, pas juste faire du buzz ou faire des vues. Et on parlait de ça, on disait que c'est exactement la même chose dans les rapports que les clubs et les joueurs peuvent avoir dans l'image qu'ils veulent rendre, tu vois, dans la gestion de son image et du contenu qu'on propose, tu vois. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire. On a tous, je suis sûr qu'ici, on a chacun des idées de faire une vidéo sympa avec tel joueur de tel club. Mais en fait, non, le club, il veut pas mettre ce joueur-là, ou alors le joueur, il veut pas parler parce qu'il a peur que ce soit mal pris. Mais il y a des trucs formidables à faire, tu vois. Et nous, on le voit parce que quand Samir il vient faire la mission, quand Jérémy vient faire la mission, quand toi tu viens faire la mission, au départ, tu sais pas trop où t'arrives. Et puis d'un coup, tu te sens en confiance et tu dis, maintenant c'est des copains et maintenant tu es consultant avec nous. Et Jérémy, je l'ai rencontré, on l'a rencontré il y a un mois et il est chroniqueur maintenant, enfin consultant chez nous, tu vois. Donc je trouve ça génial. Il y a des trucs à faire. Il faut que tout le monde se remette en question, comme tu dis. Et je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Ricky, tout à l'heure, tu as employé un terme là, qui m'est resté en tête, c'est celui de vengeance. Tu penses que il peut avoir un petit peu ce côté état d'âme des journalistes qui font qu'aujourd'hui, allez, il faut qu'on ait la peau de Luis Enrique coûte que coûte, parce que justement, il a ce côté un peu méprisant parfois. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Ouais. Moi, je me place vraiment dans un rôle vraiment de... Oui, avec du recul. Du recul, de lecteur, d'observateur. Hein. Donc, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que là, ils sont dirigés en plus vraiment sur Luis Enrique, pas forcément sur le club, mais vraiment sur Luis Enrique pour le déstabiliser ou pour lui rendre la monnaie de sa pièce. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce que quand on voit encore une fois la forme, c'est vraiment basé sur des opinions, sur des idées préconçues, des suppositions. J'ai pas l'impression que Barcola soit vraiment frustré. Ouais, ou dans un mal-être. Ok, faut pas oublier qu'on arrive dans une période de l'année où c'est compliqué. Hein. Il y a le contre-coup physique en novembre, changement d'heure, il fait froid. Il a joué beaucoup de matchs. Oui, il est encore en phase de développement. On m'a dit texto. Ils sont moins bons, hein, ça arrive. Hein. Il aura ce qu'il mérite et c'est bien fait pour sa gueule. On me l'a dit texto, je te le dis. Là, qui est Luis Enrique. Oui. Un journaliste m'a dit, voilà, c'est simple, ce sera bien fait pour sa gueule. Mais il n'avait qu'à pas faire ça. Ouais. Et moi, je dis, mais attends, il a tué. La déontologie. Non, mais la déontologie, en fait, ton taf de journaliste. C'est pas de te venger, c'est pas de. Ce n'est pas de donner ton opinion en moment. Tu vois, déjà. C'est juste. Et même au-delà de ça, un peu de respect, quoi. Alors, tu vois. Maintenant, après, chacun son métier, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je suis pas journaliste, mais c'est juste que c'est pas bien. Ils estiment que c'est de bonne guerre. Parce que, voilà, tout ce que lui aussi. Aurait balancé par le passé, donc maintenant il pense sauf que lui il n'est pas tenu de... bien sûr. Mais tu vois, le risque, c'est qu'on arrive de plus en plus dans une ère où on ne parle plus aux journalistes. Voilà ce qui va se passer. Et on va avoir que, encore une fois, des hypothèses, des trucs un peu fumeux. Non, mais quelqu'un m'a dit que... c'est facile, personne qui... Comme tu l'as dit... C'est le témoin le plus visible dans les journaux, source proche. Source proche du dossier. Après, source anonyme. C'est trop... Enfin...
Et puis on sait que... Tu vois ce que je viens de dire, c'est pas vrai, par exemple. Bah oui, mais c'est parce que je le connais par On cœur. sait pas. Non, mais après, il y a aussi l'avènement des nouveaux médias, comme tu l'as dit au préambule, Alex. Tous ces insiders, ou twittos, tous ceux qui ont des informations sourcées, comme ils disent. C'est ça aussi qui apporte aussi un peu pas de déséquilibre, mais un peu d'instabilité dans le rôle des médias, de la presse. Du coup, on est à la course à l'information. Et forcément, après, on n'est plus à la course à l'information, on est à la course au buzz, en fait. Et tout est basé sur des spéculations et des suppositions. Et c'est ça qui est un peu gênant, par moment. Mais tu vois, j'ai du mal à m'expliquer, moi, ce truc par exemple, c'est pourquoi il y a une telle course à l'info sur les transferts. Qu'est-ce que ça... En fait, moi, j'avoue, j'adore le foot. J'en consomme énormément, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre tant que le mec il a pas signé d'avoir qui a sorti l'info. C'est que de l'ego. C'est que de l'ego. Complètement. C'est que de l'ego de ces mecs-là. Exactement. C'est que ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui est problématique, c'est que tu marches à l'ego et c'est ce que je disais, ce que je disais un peu juste en off avant, dire tu veux te mettre à la même place, au même niveau que les joueurs que tu vas interviewer. Ouais, c'est ça. Et non, en fait, c'est ça, chacun son tas. C'est comme si moi je disais que dans un métier où j'accompagne les joueurs en images, je veux être aussi connu qu'eux et me montrer en permanence avec eux. Moi, mon travail, c'est pas de montrer avec qui je travaille. C'est de faire en sorte que, à une époque, les journalistes sur qui interviewaient les joueurs, on les voyait pas à l'écran. Et aujourd'hui, ils se collent à côté. Ils sont aussi célèbres, voire plus célèbres que le joueur en question. Et toi, comment tu vois dans ta position de t'es journaliste, le développement de cette tendance qui fait que on a l'impression que tout le monde se prend pour un journaliste alors que t'as pas les règles de départ. Tout le monde n'a pas les mêmes règles de départ. Et même quand tu vois qu'aujourd'hui les règles des journalistes ne sont pas forcément respectées, tu vois, donc c'est bizarre, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça tue un petit peu le métier. Aujourd'hui, tu vois, il y a la définition de qu'est-ce qu'un journaliste. Il y en a plein qui n'arriveraient pas à la donner. Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions à une personne, c'est pas forcément de donner son avis. Tu disais aujourd'hui en conférence de presse, il n'y a pas que des journalistes, tu n'es pas obligé d'avoir une carte de presse pour être en conférence de presse et poser des questions. Et aujourd'hui, ça va être des questions un petit peu dirigées, orientées, où on va donner en gros son opinion, quoi. Donc moi, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a ce côté starification aussi qui vient un petit peu donner une mauvaise image de la profession. Mais on va dire aujourd'hui, mais c'est un peu le game aujourd'hui. Les réseaux sociaux et Instagram, pour ne citer que ce réseau social-là, c'est la nouvelle carte de visite de tous les journalistes. C'est regardez, je suis à côté de tel joueur, je suis sur telle pelouse, je suis ceci, cela, donc je suis forcément une bonne journaliste. Peu importe les questions que tu vas poser, à partir du moment où tu es là, tu connais un tel et tout. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage, quoi. Voilà. Ok, merci de ta franchise. Bon, l'ambiance, elle est pas top. Non, on te parle plus parce que t'es journaliste, on savait pas, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, merci les gars, en tout cas, c'était très très cool. Juste pour rappeler un petit peu le calendrier qui attend le Paris Saint-Germain. Donc, on est jeudi soir, la vidéo sera postée demain, vendredi, donc ce soir, au moment où vous regardez la vidéo, il y a Auxerre Paris Saint-Germain à la Baie des Champs pour la suite de la Ligue 1, le PSG qui est donc toujours premier de Ligue 1 avec 7 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'Olympique de Marseille. Et puis surtout le prochain gros rendez-vous du Paris Saint-Germain, c'est en Ligue des Champions en Autriche à Salzbourg et c'est mardi à 21h. Messieurs, merci. Bravo. Merci à toi. Cool. Merci Alex. Merci pour ta franchise de journaliste. Tu vois, t'aurais pas dû dire ça. La déontologie journalistique. Non, mais c'est bien, parce que moi, je trouve ça important. Au moins, on en connaît un. On parle... Non, mais il faut quand même le dire, c'est quand même un sujet qui est assez compliqué pour Alexis, parce que on critique les journalistes, et il est journaliste, tu vois. Ouais. Donc, après, on ne critique pas, on fait un état des lieux de ce qui se passe moi, de manière objective. Moi, j'avoue que je suis critique sans problème. Je suis très critique sur le sujet. Je suis très critique parce que j'y suis confronté au quotidien dans mon travail, et qu'aujourd'hui, on doit faire le choix de... Je vais donner un dernier exemple avant la fin, de parler à l'AFP, par exemple, pour être sûr que l'info ne sera pas changée, trafiquée, remodelée. Relais d'info. Et après, l'AFP va distribuer aux médias. Voilà comment on fait maintenant avec des athlètes, on parle à l'AFP. Parce qu'on n'a pas confiance aux autres. Voilà où on en est. Donc c'est pour ça que c'est aussi ça, quand je disais les gens, il faut qu'ils se remettent en question aussi dans la corporation, parce que on a l'impression qu'on fait tout bien et on donne des leçons aux autres, mais il faut peut-être regarder ce qu'on fait, pourquoi on en est arrivé là.
replomber l'ambiance. C'est pour ça qu'il est là, Bobo, avec nous, toujours le verbe juste. Donc merci beaucoup et n'oubliez pas, encore une fois, le 11 décembre, donc mercredi prochain, on sera en direct de Beauchamp en région parisienne pour la MK Best Paddle Cup. On y sera, je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais bon, en tout cas, on promet de vous proposer un bon truc. Merci les gars, merci Jo, Bobo, Ricky. Merci. À très vite, à très bientôt. Regardez un petit peu ce qui vous attend, vous avez vu la photo, bref, c'est allé très très vite. Voilà, merci tout le monde, salut, ciao ciao. Le football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.